podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'Open Mind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec deux de mes collègues de longue date chez Open Mind sur comment réussir sa mise en production de son application. Restez jusqu'à la fin où je vous partage un lien pour télécharger un outil gratuit pour vous aider dans la mise en production de votre application. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Joanie Robitaille, Mathieu Turgeon, merci beaucoup d'être avec nous cette semaine. Comment allez-vous les deux aujourd'hui? Ben, ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Mathieu aussi, ça va bien? Oui, merci. Fantastique. Donc, je mets en contexte, Joanie Robitaille est directrice développement logiciel chez nous, chez Open Mind. Et on a également Mathieu Turgeon qui est Product Owner et stratège UX. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important qui est comment réussir sa fameuse mise en production. Donc, chaque système qu'on développe a éventuellement une date de mise en production. Donc, la mise en production, c'est quand on allume le logiciel en tant que tel ou ce que les utilisateurs finaux peuvent utiliser le logiciel en tant que tel. Et c'est souvent une étape qui est très problématique et qui est très cruciale dans la mise en route d'un système. Et on voulait en parler avec des gens d'expérience, des gens qui ont beaucoup de contenu à dire et surtout d'amener ça sur un angle, comment réussir cette fameuse mise en production-là, parce que on veut au final que ça fonctionne bien, on veut que ça apporte de la valeur et on veut que le client et les usagers soient contents. Donc, je ne sais pas si, Joanie, tu veux nous faire une mise en contexte supplémentaire par rapport à ça. Je te laisse la parole. Ben oui, exact. En fait, puis quand on dit là, réussir une mise en production, on parle pas nécessairement ici là, du côté technique. Là. On parle pas du développeur qui va venir pousser en production l'application, mais vraiment comment est-ce que le client, lui, qui va commencer à utiliser cette nouvelle application-là, qui va être mise en production, comment est-ce qu'on peut s'assurer de ce succès-là pour le client? Parce que c'est souvent ce qu'on voit, c'est qu'on met énormément d'énergie dans le développement de l'application, s'assurer que les règles d'affaires fonctionnent, que ça répond aux besoins que le client va en tête pour son produit. Mais si on oublie toute la portion gestion des parties prenantes à l'interne, formation, comment est-ce qu'on va planifier ça à travers le temps, là, cette espèce de transition-là avec une nouvelle application, si c'est pas planifié adéquatement, géré adéquatement du côté du client, ça peut avoir un impact sur le succès de ce déploiement-là. Puis c'est ça qu'on veut venir adresser là aujourd'hui. Je sais pas si toi, Mathieu, t'as autre oui, c'était fluide, hein? Fait que je m'allais dire, je sais pas si Mathieu, toi, t'as autre chose à ajouter à ça ou visiblement Jonathan avait aussi quelque chose à dire, là. Je vous laisse aller. Mais il faut se le dire, là, souvent, c'est là que ça coince, c'est là que ça cause des problèmes parce que le client ou l'usager final pense que quand on va allumer le système le jour 1, que ça va être tout rose, que ça va bien fonctionner, mais c'est une toute autre réalité. Il y a un temps d'adaptation, il y a un temps où ce que ces usagers-là doivent s'adapter au nouveau système, mais il y a un temps aussi de stabilisation du système qui doit être réel et qui doit être compris par toutes les parties prenantes. Puis c'est un peu ça qu'on va adresser aujourd'hui, mais surtout, comment qu'on peut maximiser les chances de succès de cette opération-là, parce qu'il y a un composant humain qui est extrêmement important, qui est souvent oublié. Et l'humain déteste le changement et l'implantation de tout nouveau logiciel amène du changement. Donc, c'est là qu'il faut aller contrôler surtout cet élément-là et bien se préparer là-dessus. Mathieu? Oui, ben en fait, j'allais justement là-dessus. C'est le but d'un plan de déploiement, c'est justement de planifier qui, quoi et quand vous allez préparer le déploiement. Parce que c'est pas vrai que c'est juste l'équipe technique ou juste la partie prenante qui a décidé du projet qui devrait déplanifier ça. Et c'est vraiment de convenir ensemble qui va pouvoir aider, qui devrait être impliqué au jour 1 ou la veille ou le lendemain d'un déploiement, qui doit être avisé pour éviter une surprise puis dire ah ouais, c'est dommage. Moi, j'aurais l'avoir su le mois dernier, j'aurais pu commencer à préparer mon équipe et à les former
informer là-dessus. Dites-moi pas la veille parce que là, donc c'est pour le but de le prochain podcast, c'est vraiment de s'assurer qu'est-ce que vous voudriez faire en avant-plan. Voilà. Donc, fantastique. On veut maximiser les chances de succès. Maintenant, comment on planifie ça? Joanie. Exact. Donc, l'étape numéro 1 qu'on avait ciblée, c'est justement de planifier de façon appropriée puis d'anticiper les perturbations des activités courantes chez les clients parce que nécessairement, il y en aura. Fait que, tu sais, c'est vraiment de venir prendre en compte l'impact sur qui, quoi et quand on va faire le déploiement. Puis ça passe par un paquet d'étapes. Je vais en nommer quelques-unes. Puis là, je ne prétendrai pas être une directrice en gestion du changement non plus. Puis il y a de superbes formations là, qui se donnent justement en gestion du changement. Puis pour les plus grandes entreprises, souvent, il y a des gens que c'est leur responsabilité. Fait que c'est vraiment pour venir aiguiller peut-être les plus petites entreprises qui n'ont pas nécessairement une personne là en place pour jouer ce rôle-là. Donc, ce qu'on suggère au départ, c'est cartographier les processus opérationnels pour être capable d'anticiper ce changement-là. Puis nécessairement, il y a une partie de ce travail-là qui a été fait pour définir l'outil qu'on est en train de créer l'application. On sait déjà ce que la nouvelle application, le projet va venir changer dans la production ou dans l'entreprise où on est en train de le faire, mais au niveau des processus internes, c'est sûr que ça va changer la façon dont les gens travaillent. Fait que de venir vraiment dire, OK, ben les gens travaillaient d'une certaine façon, par exemple, quand c'était papier. Puis là, on vient d'automatiser un système, on vient de l'automatiser. Là, comment est-ce que les gens vont travailler à partir de maintenant? Ben, de venir vraiment faire un flow avec ça, de venir le mapper pour que ce soit clair et visuel pour tout le monde. Comment est-ce que ça va changer le processus? Ça permet d'anticiper déjà en partant ce qui va se passer à l'interne. Ensuite de ça, il va avoir aussi d'avoir un registre des parties prenantes pour venir dire, OK, ben chaque personne qui va être soit impactée directement ou se sentir impactée par le changement qui va être fait, ben qui sont ces personnes-là? Comment est-ce qu'elles vont être impactées dans le processus? À quel moment? À quel niveau? Puis quelle est la personnalité de ces gens-là? C'est de venir vraiment l'écrire puis de savoir comment est-ce qu'on va venir l'adresser. Tu sais, une personne pourrait être avisée un peu plus à la dernière minute parce que ça touchera pas nécessairement sa façon de travailler, mais ça va toucher des gens autour d'elle qui, eux, pourraient avoir un impact. Dans son cas, elle, c'est juste d'être informée pour pouvoir être plus compréhensif, peut-être si ça vient perturber les opérations d'une autre personne. Puis il y a des gens qui, eux, sont peut-être plus réfractaires, puis au contraire, il faudrait les aviser beaucoup d'avance, puis peut-être même venir les impliquer un peu plus dans le processus parce que ces gens-là sont plus réticents au changement, comme tu disais tantôt, Jonathan. Fait que plus vite on les amène à être au courant de ce qui se passe ou même avoir de pouvoir émettre leurs opinions, ben ceux-là, on s'assure d'un meilleur succès avec ces gens-là. Fait que c'est de venir définir pour faire une liste de toutes ces personnes-là, puis de l'impact qu'aura sur chacun là, les modifications. Est-ce que tu recommanderais, Joanie, à ce moment-là, dans cet exercice-là, de même regarder qui sont nos utilisateurs impactés et de voir également c'est quoi leur capacité au changement ou leur capacité à bien s'intégrer dans une nouvelle technologie, juste pour voir qui va probablement avoir plus de facilité ou qui va avoir plus de difficultés, puis peut-être d'apporter une attention plus particulière à certaines personnes clés dans l'organisation qu'on pense que eux, ces gens-là sont un peu moins technologiques, un petit peu plus réfractaires au changement, donc on doit porter une double ou une triple attention dans l'intégration de ces gens-là, dans le développement et l'implantation du logiciel. C'est probablement la clé du succès, là. Ben définitivement. Puis après ça, chaque organisation est différente. Puis on pourra pas l'adresser de la même façon avec une organisation de 100, 200 personnes que peut-être une PME où il y a peut-être une vingtaine de personnes. Puis, tu sais, on peut trouver là des registres de parties prenantes là, tu sais, qui vont être plus exhaustifs que d'autres. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus simples. Il y en a pour qui le RACI va peut-être être même suffisant. Mais oui, tu sais, dans certains de ces registres-là, tu vas avoir la prédisposition des gens justement à ce changement-là, même les attentes des fois ou les exigences que les gens pourraient avoir par rapport à ce changement-là qui est en train de s'opérer, le niveau d'influence, la classification, la participation prévue. Bref, je pense qu'après ça, il n'y a pas de secret autre que de connaître les gens dans son organisation pour savoir jusqu'à quel niveau on a besoin d'aller pour être capable de planifier ça d'avance puis de se faire un plan qui va faire du sens. Puis ça se fait pas une semaine avant le déploiement, là. On devrait même commencer ça au moment où on commence le projet si c'est pas avant, là, tu sais. Je minimise pas ça. On a parlé rapidement de l'influence, mais l'impact a clairement une grosse importance, mais l'influence aussi. Il y a quelqu'un qui pourrait penser qu'il n'y a pas d'impact direct, mais qui, je sais pas, on va dire, imagine une shop, puis que la personne a vraiment
parle beaucoup que le délégué syndical, par exemple, de la shop, peut-être que tu veux l'avoir de ton côté ou tu veux pouvoir commencer à lui montrer la nouvelle solution que tu veux implanter pour qu'il t'aide à l'implanter des joueurs, pour qu'il puisse amener son équipe aussi là-dedans, même s'il n'y a pas d'impact directement avec lui, mais tu sais que lui va pouvoir en parler en bien ou vous aider justement à relever des problèmes qui pourraient survenir éventuellement lors du déploiement. Donc, l'influence est vraiment pas négligée lors de ce plan-là. Donc, Mathieu, ce serait pratiquement de dire qui seraient potentiellement nos détracteurs, parce qu'on le sait tous dans nos organisations, probablement qui seraient les premiers détracteurs du changement et de l'implantation de nouvelles technologies, et d'aller impliquer ces gens-là dès le départ du développement du logiciel pour les rendre des ambassadeurs à ce moment-là de l'implantation de ce nouveau système-là ou du développement de ce nouveau système-là, Mathieu. C'est un peu ça, là. Oui, c'est important des aviser dès le départ, justement, ou en fait tôt dans le processus, d'éviter de mettre en place ces influenceurs-là qui pourraient être un influenceur, un détracteur, que tu vas l'amener du côté ambassadeur, mais ça se fait pas justement, comme disait Joanie, pas à la dernière minute, il faut vraiment le planifier à l'avance pour réussir à faire le shift du détracteur vers l'ambassadeur, pour réussir à l'amener vers la bonne position. Et souvent, justement, ces personnes-là, détracteurs, c'est de les intégrer tôt dans le processus pour qu'ils se sentent impliqués, pour réussir à les amener vers mieux leur expliquer pour pas qu'ils sentent qu'on leur impose une solution. C'est un excellent point. Et mon opinion là-dessus, c'est que probablement plus de 80% des projets qu'on voit échouer en technologie auraient pu en grande partie être évités en termes d'échec d'implantation du système si on avait bien identifié les détracteurs, qu'on les avait impliqués dès le départ pour les transférer en ambassadeurs. Je rajoute un dernier petit point. Joanie, tu parlais d'un exercice qui s'appelle le RACI. Est-ce que tu peux expliquer à l'auditoire qu'est-ce que le RACI en 60 secondes? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce genre d'opération-là. Oui, effectivement. Tu sais, le RACI, c'est un tableau qui est utilisé en gestion de projets classiques, là, en waterfall, dans n'importe lequel des industries, on le retrouve souvent. C'est la matrice de rôle et responsabilité. Fait que c'est vraiment de venir définir là à travers le projet, pour chacune des étapes, qui sont les intervenants dans le projet, puis de venir définir est-ce que chaque intervenant est une personne qui est responsable, donc imputable du livrable. Est-ce que c'est une personne qui approuve le livrable? Est-ce que c'est une personne qui donc qui doit être consultée avant une décision ou une action, ou c'est quelqu'un qui doit être informé de la décision ou de l'action? Fait que ça permet de s'assurer qu'il n'y a rien qui est implicite, tout est très clair, là. Donc, on couvre présentement le volet humain et responsabilité des gens, mais on a également un volet qu'il faut se préparer au niveau de la donnée en tant que telle. Joanie, est-ce que tu peux nous parler de ça? Ben ça, effectivement, je veux juste terminer quelques petits points, puis effectivement, on tombe avec la donnée tout de suite après. Jonathan, puis c'est un excellent point là, ce que tu dis. La seule chose que je voudrais rajouter là au niveau de la planification, il y avait de mesurer l'impact sur la productivité lors des premiers jours, premières semaines et même premiers mois. Parce que souvent, on va penser qu'on déploie l'application, et là, les gens vont s'adapter en 2-3 jours, puis après ça, c'est fini, c'est rose, puis là, la production, elle a repris son cours normal. On sait que c'est pas le cas. Donc, nécessairement d'avoir la discussion avec les gens qui vont être impactés, puis de façon réaliste, combien de temps est-ce que ça leur prenait pour faire telle ou telle action? Combien de temps est-ce que ça va leur prendre, justement, dans la première ou les deuxièmes semaines, considérant qu'il y aura des ajustements, puis tout ça, c'est normal. Puis, combien de temps est-ce qu'on se donne pour revenir à la normale? Puis ça, nécessairement, ça va aider à gérer les attentes à l'interne sur ce qui s'en vient au moment du déploiement, mais ça peut même permettre d'anticiper. Si on s'attend à un ralentissement au moment du déploiement, ben est-ce qu'il y a des choses qu'en amont on peut faire, ou est-ce qu'on peut se préparer, ou est-ce qu'on peut accélérer un peu pour venir éviter de prendre du retard là, dans certaines actions un peu plus tard. Fait que ça, c'est une des choses. Tester le logiciel adéquatement aussi en cours de développement. On en a fait référence dans d'autres podcasts là, précédemment, là, puis notamment, je pense que c'est dans le 20, 30, 50. Fait que, tu sais, je reviendrai pas nécessairement sur ce podcast-là, mais les tests avec les end-users durant le développement de l'application sont cruciaux à s'assurer d'un succès parce que les gens sont au courant de ce qui est développé, se sont assurés que ça répondait aux règles d'affaires de l'entreprise. Fait que plutôt que de les découvrir quand on va tomber en production parce que ça n'a pas été testé adéquatement, on les a vus avant, on les a ajustés avant. Donc, ça permet beaucoup moins de faire beaucoup moins d'ajustements après le déploiement. Puis, le calendrier de formation aussi, mais ça, on en parlera là, dans les prochaines questions.
Donc, on parle d'assurance qualité. Je vous réfère, pour ceux qui nous écoutent, à 2 épisodes extrêmement importants du podcast. La première épisode, c'est l'épisode numéro 10 sur la loi de McConnell et pourquoi c'est un des concepts les plus importants à connaître en termes d'assurance qualité pour le développement logiciel. Et on parle également d'un épisode qui est l'épisode numéro 15, qui est la règle du 20-30-50 pour le développement d'applications logicielles. Si vous voulez bien comprendre comment maximiser les attentes et la performance de l'assurance qualité, on vous invite à écouter ces 2 épisodes-là. Maintenant, Joanie, on parle de la donnée, c'est bien ça? Exactement. Donc, organiser la migration de données. Puis là, c'est là où Mathieu probablement pourra entrer plus que moi dans le technique. Mais à la base, c'est vraiment de s'assurer que la migration des données existantes, elle est de bonne qualité, puis qu'elle représente la réalité actuelle de l'organisation. Donc, Mathieu, je te laisse jumper in sur ce point-là. Dans les faits, avoir une BD qui corrobore autant durant la phase de développement et d'implantation que lors de la production est essentiel. Ne serait-ce que je donne quelques exemples. Qu'au niveau des performances. Normalement, si vous avez fait des tests de charge durant votre phase de développement, logiquement, vous l'avez fait selon un lot de données équivalent à votre environnement de production. Vous pourriez, je dirais, par exemple, vous faites des tests, vous faites du développement, dans votre BD, il y a environ 500 clients, mais quand vous arrivez en production puis il y a une migration de données, vous arrivez finalement, il y en a comme 500 000, c'est certain que dans le fond, il risque d'avoir un changement. Si les trucs ça n'a pas été fait avec une donnée équivalente, vous n'aurez pas les mêmes résultats. C'est un truc qui semble obvious, mais en réalité, des fois, il y a eu des surprises comme ça de clients que j'ai entendus externes. Ce que j'ai vu aussi, c'est des fois, les données le lot de données est équivalent en termes de poids, mais c'est pas nécessairement des données, c'est des fois des données anonymisées, que c'est des fois des caractères qui ont été changés pour pas qu'on puisse savoir des données confidentielles. Mais ça fait en sorte que quand on veut en arriver pour voir l'interface, qu'on veut voir des données qui sont logiques, je prends exemple une adresse. Mais si le système qui a anonymisé les données, on peut donner une adresse logique, puis des fois l'adresse est plus longue, elle fait 4 ou 5 lignes dans le système qui vont être affichés. Au bout du compte, quand durant les tests ont été affichés, puis vous pensez que c'était pour rentrer sur 2 lignes, puis vous arrivez en production, puis finalement, quand le monde rentre toute leur data au complet, puis qu'il y a eu un appartement, des rues secondaires, quasi postales, vous voyez finalement que l'application, le look pourrait briser. C'est pour ça qu'on suggère fortement que quand vous faites l'anonymisation de données ou que vous répliquez des données en test, ce soit le plus proche d'une donnée réelle en production. Donc, c'est pour ça que la BD doit s'équivaloir, là. Et ça, c'est vraiment pas évident parce que on enregistre ce podcast-là à l'heure où la Société d'assurance automobile du Québec est en pleine migration du système qui, honnêtement, on a, ça va être bizarre à dire, mais on aimerait quasiment ça leur envoyer ce podcast-là pour le prochain projet qu'ils vont faire, mais qui ont vraiment un problème dans la mise en production du système et particulièrement la problématique vient initialement de la migration de données. Ils sont partis de 10 milliards de données pour tenter de le réduire à 1 milliard de données. Moi, je regardais ça de l'extérieur et je me disais, mon Dieu, c'est sûr que ça va coincer en production, surtout avec une logique de Big Bang où ce qu'on transfère d'un système à une heure précise d'un à l'autre. Mais là, c'est un très bel exemple au niveau de la migration de données. Ça peut être extrêmement critique après ça pour la mise en production, mais également de la préparation de ces données-là par la suite et de la capacité à rentrer les nouvelles données sous le bon format à ce moment-là par la suite. On avait des horreurs hier qu'on attendait à la radio que certains usagers avaient une notice comme quoi que leur permis était expiré parce que c'était expiré depuis 2026. Donc, c'est complètement illogique, là. Et on est aujourd'hui en 2023 à l'heure de l'enregistrement de ce podcast-là. Donc, c'est un excellent exemple là, par rapport à la partie donnée. Joanie ou Mathieu? Vas-y. Donc, juste pour enchérir sur la migration de données, l'autre point aussi, il faut toujours réfléchir, c'est est-ce qu'on a besoin de migrer tout l'ensemble de données? Si quand ça fait 10, 20, 30 ans que un système existe, j'espère, j'ose croire que votre fournisseur va vous poser la question, est-ce que vous avez besoin de migrer ces 30 ans de données-là? Pour pas vous prendre en considération si c'est toujours nécessaire. Des fois, ça va alléger énormément. Peut-être que les 7 dernières années, à cause des années fiscales, va être suffisant plutôt que d'avoir loadé l'ensemble de l'œuvre, à moins que vous avez besoin d'avoir toutes les statistiques pour un client. Mais ça va avoir une méga grosse influence sur la migration et sur la complexité de la migration pour mieux le mesurer puis prévoir jamais le temps de la migration. Puis des fois, ça peut être fait en 2 étapes. C'est-à-dire qu'on va migrer les données les plus récentes pour pouvoir faire une transition et pouvoir commencer au jour 1, il n'y a rien qui plante, puis faire la migration de l'historique des archives peut-être en deuxième temps, pas le temps de faire un seul gros déploiement, faire comme un Big Bang, comme Jonathan disait, pour que ce soit un peu plus progressif.
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Puis tu sais, je renchéris là-dessus, Mathieu. Tu sais, comme on disait aussi, c'est toujours important, tu sais, de planifier une période de temps après déploiement pour venir ajuster les données puis s'assurer de la conformité. Puis tu sais, de prendre en considération qu'après un déploiement, c'est pas nécessairement fini. Il y a toujours des ajustements à faire. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on va toujours préférer de déployer par itération pour alléger les temps là, autant d'ajustement que les temps de pour loader là, pour faire la migration de ces données là. Puis ça diminue la lourdeur puis l'impact là, des déploiements d'y aller comme ça. C'était fluide, Joe, c'était toi. C'est en live, ça serait beau, par exemple. Je tiens à le dire, là. Moi, j'aimerais ça être en live. Ça serait magique, ce moment-là. Exact. Filmer, là, moi, je suis convaincue qu'on est très charmant tout le monde. Tu devrais faire ça. Oui. On parlait du volet utilisateur tantôt, mais on a un petit morceau que je veux qu'on renchérisse là-dessus. C'est la formation des utilisateurs, vraiment. On veut les impliquer dans le développement du logiciel, mais dans la formation de l'utilisation, il y en a à faire avant le déploiement, pendant, après le déploiement également, et on doit réserver un budget pour stabiliser l'application et l'optimiser parce que souvent, on pense que l'usager va l'utiliser d'une certaine manière et quand on prend du temps avec l'usager, on se rend compte que son chemin mental est complètement différent de ce qu'on avait prévu. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gains qu'on peut aller chercher par après. Donc, formation avant, pendant et après, et surtout de préparer psychologiquement les gens par rapport à ça, qu'il va y avoir de la formation, il va y avoir de la stabilisation tout le long, là, même par la suite après la mise en production. Là. Moi, je parlerais de la ligne là-dessus, Joanny, parce que c'est vraiment mon cheval de bataille en termes de UX, d'impliquer justement les end-users pour que la formation soit justement pas un seul gros morceau à la toute fin. Évidemment, il va y avoir une phase de formation pour impliquer l'entreprise au rang complet, pour sûr. Mais plus est-ce qu'on implique les parties prenantes et les personnes d'influence, comme j'expliquais plus tôt dans le processus, vu que vous déployez idéalement développer par itération, de pouvoir les impliquer, leur montrer un nouveau module, leur expliquer comment il fonctionne. Vous allez avoir déjà la rétroaction. Si vous voyez que c'est fluide, si le chemin, le parcours d'utilisateur est conforme selon leurs attentes. Pour éviter que ce soit rendu à la formation, que là, vous constatez, ah ouais, c'est pas comme ça, je l'aurais fait. Ben, c'est vraiment dommage. Puis là, vous avez perdu probablement des semaines, sinon des mois, des fois de développement pour quelque chose qui a pu détecter bien avant. Donc, la formation peut se faire pratiquement au fil du processus de développement pour certaines parties prenantes. Et après ça, il y aura un certain bassin de gens qui vont pouvoir, eux autres, être formés soit par l'équipe qui aura développé l'outil ou soit par la personne, on appelle ça le power user, qui connaît autant les règles business, qui était impliqué durant le développement, qui a pu tester les fonctionnalités et lui dire, OK, ben, mon équipe, je prends l'exemple d'équipe de vente. Mon équipe de vente, là, moi, je sais qu'elle va être derrière moi quand on va présenter ça, parce que je suis un vendeur, ça fait 15 ans que je suis là. Moi, mon équipe, elle m'écoute, elle me fait confiance, puis je l'ai testé, puis ça marche vraiment bien pour moi. Idéalement, vous le validez aussi avec d'autres de personnes avant aussi. Des fois, pas juste se reposer sur une seule personne, mais au moins ayant des personnes qui vont travailler au day-to-day durant le développement, ça va l'aider éventuellement pour la formation et justement d'aider pour l'intégration de l'application, là. Oui, puis là, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. Puis on va juste revenir à ce qui a été dit précédemment quand on parlait du registre des parties prenantes, autant que du RACI. C'est important de venir définir en début de projet qui sont ces personnes-là qu'on va venir consulter pour s'assurer de bâtir l'application puis d'aller chercher leur feedback parce qu'ils l'utilisent. Puis il faut toujours garder en tête que une application, un développement applicatif sur mesure, c'est comme si on faisait un prototype à chaque fois. On part d'une hypothèse on a un besoin, on sait qu'il n'y a rien au marché qui répond pleinement à ce besoin-là. On va venir bâtir quelque chose sur mesure, puis on fait l'hypothèse que les gens vont l'utiliser d'une manière, puis même si on a beau tout le monde réfléchir puis d'analyser ça le plus possible, les gens vont toujours nous surprendre avec une façon d'utiliser l'application qu'on n'avait pas vu venir. Puis comme disait Mathieu, c'est super important d'aller chercher les bonnes personnes, les bons intervenants, les bons super utilisateurs, les amener de notre côté pour s'assurer que ces gens-là vont être nos alliés à travers ce changement-là, à travers le développement d'applications autant que
le déploiement de l'application. Puis ces gens-là vont aider aussi à former les autres utilisateurs par la suite. Puis eux vont probablement trouver plusieurs, justement, des changements ou des ajustements à faire au niveau des règles d'affaires. Là où il faut faire attention, c'est de pas tomber non plus à aller consulter tout le monde, puis vraiment de s'en tenir à ce qu'on va avoir planifié dans notre RACI, puis dans notre registre des parties prenantes, parce que de l'autre côté, on pourra jamais satisfaire tout le monde non plus. Puis en tant qu'organisation, en tant que leader du projet, vous avez la décision à prendre aussi de dire, est-ce qu'on va adapter la solution à tout le monde ou est-ce que on va l'adapter à la majorité, puis après ça, on va amener les gens qui ont de la difficulté à s'adapter à cette solution-là, à le faire, parce que tous les changements ou les ajustements ont un coût. Puis souvent, il y a des coûts qui sont très justifiés. T'sais, on va dire, on avait une hypothèse de départ, là, finalement, on se rend compte après déploiement que les gens utilisent d'une autre façon. On pourrait venir le modifier. Puis ça va tomber sous le sens. Puis on parle souvent de retour sur investissement, mais c'est à prendre en considération aussi faire le changement pour accommoder certaines personnes. Prend 5 heures puis ça fait plaisir à tout le monde, ça fait vraiment du sens de le faire. Mais si ça en prend 50, ben peut-être que le retour sur investissement de faire cet ajustement-là est moins justifié. Donc, assurez-vous, encore une fois, d'aller solliciter les bonnes personnes, de vous entendre sur qui va avoir un pouvoir décisionnel sur ces modifications, ces ajustements-là. Puis, à un moment donné aussi, elle est où la limite, ce sera jamais parfait, mais les autres, on va les amener à l'utiliser de la façon que ça avait été bâti. Fait que je te laisse continuer, Mathieu. Merci, Joanie. Écoute, je suis d'accord avec tous les points que tu viens d'amener. Je rangerais juste la partie formation. Le phénomène est que, selon les entreprises, il va y avoir des personnes qui vont être dédiées pour ça, puis avec des parties RH de pouvoir aider la formation. Des fois, c'est quelqu'un qui fait ça comme tâche connexe. Juste faire attention à pas négliger la partie formation. Donc, ça va avoir un gros impact sur le taux de, je cherche le bon terme en français, mais l'implication des utilisateurs, l'intégration qu'ils vont faire avec l'application. Dans ce sens que si les gens ont été mal formés, mal coachés lors du jour 1, ben, ils vont avoir une grosse résistance lors des premières semaines. Ils sont au premier mois et parfois même, je dirais, à jamais. On était voir des entreprises des fois qu'on était voir pourquoi vous voulez changer votre solution. Puis j'apprends qu'ils ont voulu implanter une solution il y a 3 ans. Ça a été très mal pendant 3 mois. Puis après ça, l'équipe au complet ne faisait plus confiance à la solution. Puis elle était rendue bonne là, 1 an et demi, 2 ans plus tard, mais ils avaient perdu la confiance de la part de leurs utilisateurs parce qu'ils avaient été mal coachés et aussi, en fait, ils n'avaient pas été bien formés lors de la mise en implantation. Donc, négligez pas la partie formation. Puis ça, il y a plein de différentes manières. Mais ajustez-vous en fonction des end-users. Est-ce que c'est des courtes vidéos? Est-ce que c'est un manuel? Est-ce que ça va être pas un focus group, mais une réunion de groupe que quelqu'un présente de quoi en avant? Ajustez-vous, mais de plus en plus, je dirais, le faire le plus concis possible. Éviter une formation qui va durer une demi-journée. Ça alourdit énormément, puis les gens ne retiennent pas la moitié de ce qui va être dit lors de la formation, puis ils vont arriver à utiliser le système le lendemain, ils vont perdre ce qu'ils vont... Ils ont été durant la formation. Joanie? Oui, ben pour renchérir sur ce que tu dis encore une fois, puis effectivement, on va avoir un vraiment meilleur taux d'adoption si, comme Mathieu disait, la formation, elle est bien faite. Puis quand on parle de formation, tu sais, nous, chez OpenMind, on a pris l'habitude dans les dernières années de se déplacer chez le client quand on fait un déploiement. Pour certaines raisons, c'est que oui, on a développé l'application avec des super utilisateurs de l'autre côté. Puis comme on disait, c'est toujours, on a émis une hypothèse que les gens allaient utiliser l'application d'une certaine façon. Puis on se rendait compte avec le temps que souvent, après le déploiement, les gens vont dire, ben voyons, ça marche pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas, ça va donc pas bien. Mais finalement, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que la personne ne l'utilise pas comme il avait été pensé. Puis de permettre aux développeurs ou même aux project owners de se déplacer chez le client, puis d'être présent là, au premier moment de ce déploiement-là, ben ça permet justement de tout de suite attraper ces mauvaises utilisations-là ou cette mauvaise compréhension-là, puis de venir expliquer à l'utilisateur, ben voilà comment est-ce que tu devrais l'utiliser, puis finalement c'est pas un bug, c'est vraiment c'est juste le chemin, le happy path qui est pas suivi. Donc déjà ça, puis de constater, ben si jamais finalement notre hypothèse était pas tout à fait réelle, ben comment est-ce qu'on pourrait venir l'ajuster le plus rapidement possible. Donc ça, on a un gain aussi là à faire ça comme ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant que je continue, Jonathan, ou non. Moi, j'en ai quoi à rajouter, excuse-moi, Joanie. Vas-y. En fait, moi, c'est la partie aussi, je dirais, UX, UI, là, pour réduire le temps de formation, c'est important aussi à pas négliger l'investissement durant le développement. Des fois, sur certains systèmes, on néglige un peu, on dit, ben, le design n'est pas important tant que ça au niveau de l'application, ça va être mis dans les mains des personnes qui
le niveau du design est vraiment en importance beaucoup, beaucoup moindre, mais l'intuitivité est vraiment un facteur important lors de l'implantation. On dirait un des mantras nouveaux du UI. Ils disent, une interface que tu as besoin d'expliquer est une mauvaise interface. Pensez toujours à ça. Si vous avez besoin d'expliquer le parcours de l'utilisateur d'une manière longue et ardue, c'est dans le fond que votre interface est vraiment trop complexe et le but, c'est de simplifier le maximum. C'est sûr que parfois, pour certains systèmes, c'est des solutions complexes. On peut pas expliquer en quelques clics un système de CRM ou un système de gestion de commande simplement juste en laissant aller la personne. Mais le plus possible, il faut quand même être le plus sensible à ça durant le développement pour éviter de dire, de toute manière, je vois quelqu'un qui va l'expliquer. De toute manière, on créera un manuel pour le faire. La personne a se former pour ça. C'est correct, ça peut arriver, mais vous allez vraiment juste pelleter par en avant et accentuer le risque que le déploiement soit plus difficile à toute fin. Ben, puis c'est exactement là où je m'en allais, Mathieu, à croire qu'on se côtoie souvent. On travaille ensemble. Ben, oui, exact. On dirait qu'on travaille ensemble, c'est louche, ça. Mais effectivement, puis le UX, UI, c'est vrai, c'est super important. Les gens ne veulent plus lire des manuels. Puis tu sais, à un moment donné, j'avais lu ça quelque part, il disait le UX, UI, c'est comme une joke. Si tu as besoin de l'expliquer, c'est que ça n'a pas été bien fait, là. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Puis quand on parle de retour sur investissement, ça aussi, c'est une autre chose. De venir mesurer combien est-ce qu'on va investir pour améliorer le UX, UI de notre application, mais qui va faire que les gens vont de façon plus intuitive naviguer dans l'application sans avoir besoin de formation, réduire le nombre d'erreurs ou le nombre d'impressions de bugs, d'améliorer le taux d'adoption. Mais si on est capable de venir mesurer qu'on va sauver tout ce temps-là, puis cette insatisfaction-là de l'autre côté, ben peut-être que c'est un gain finalement de venir le mettre ce temps-là dans le UX UI. Fait que c'est toujours des choses à venir prendre en considération. Puis j'irais moi de mon côté, le dernier point, ce serait la gestion des attentes. Puis à un moment donné, il faut être transparent avec son équipe, de dire, c'est un déploiement, ça se peut que ce soit plus long au début, ça se peut qu'il y ait des choses des ajustements qui soient à faire. Tu sais, de dépeindre la réalité, là, oui, votre productivité va être moins grande au début, mais après ça, on va s'ajuster, l'équipe va être derrière nous, puis ça fait encore une fois partie du plan de déploiement. Plus on est transparent avec notre équipe sur ce que ça va avoir l'air au départ, sur le fait que ce sera pas parfait, sur le fait qu'on va venir faire ces ajustements-là, mais ils vont être beaucoup plus conciliants parce qu'on leur a pas vendu l'idée que c'est parfait, là, la journée où on déploie, ça part, puis il y a aucun problème. Ce sera jamais le cas. Et c'est tellement bon, Joanie, ce que tu apportes là. C'est le prochain point que je voulais qu'on discute sur 2 mots, là. Attente et honnêteté. Trop souvent, on voit des projets déraper parce que les attentes ont pas bien été définies avec les usagers qui vont prendre en main le logiciel. Souvent, on leur a rien dit, donc eux s'attendent à ce que tout soit parfait le jour 1. Et souvent, on leur a pas assez dit que ça ne sera pas parfait le jour 1. Il va y avoir de la formation, de la stabilisation, de l'amélioration à faire après. On a fait quelque chose qui est sur mesure, donc c'est quelque chose qui est unique. Et tant qu'on n'a pas rodé cette unicité-là pour la rendre vraiment efficace au processus d'affaires ou collée sur les processus d'affaires, ben ça sera pas tout rose. Fait que puis faut se le dire, puis c'est important si vous écoutez ce podcast-là et que vous avez un logiciel qui va être en développement et en production chez vous, soyez francs avec vos usagers, mettez les attentes très très basses. Puis au pire, ça va arriver plus haut que ça. Et faut être honnête et il faut définir les attentes. C'est très, très, très important. C'est rare, on le voit là dans le marché, là, c'est très rarement bien fait. Puis la SAC, la SAQ en est un bon exemple. Il aurait dû dire carrément, il va y avoir une période d'adaptation probablement d'un 3 à 6 mois pour tout le monde. Ils l'ont pas fait. Tout le monde s'attendait à ce que ça fonctionnait bien. Et on le voit aujourd'hui, c'est en train de tourner complètement au cauchemar. Et là, c'est simplement, pas simplement, mais en partie une question de gestion des attentes, là. Je comprends, en fait, puis je comprends aussi la partie prenante, le sponsor qui décide de mettre en valeur la nouvelle solution qui va être mise en place. C'est sûr que la nouvelle solution, on veut toujours que ce soit la meilleure. On dit, oh oui, c'est la golden nugget. Ça va être magnifique une fois qu'on va être mis en place la nouvelle solution. La réalité, souvent, il y a toujours des écueils qui se passent, puis tu veux pas non plus vendre ce qui risque de mal arriver. Mais il faut quand même être réaliste. Il faut pas se mettre les ailleurs et se dire ça arrive, tout va être parfait leur journée de déploiement. Si c'est possible, autant que possible quand c'est un projet interne, de gérer les attentes comme on vient de l'expliquer. Dans le cas d'un produit qui est commercialisé ou qui a peu d'impact sur le end user, c'est sûr, c'est plus délicat. Donc, on n'a peut-être pas le choix de vivre avec le fait qu'à l'interne, on va savoir qu'il y a des écueils, mais peut-être de doser justement les attentes, de pas jamais vendre ça contre
la huitième merveille du monde, puis justement de pouvoir en livrer plus, puis d'avoir des attentes moins élevées, ben ça va être beaucoup mieux. De dire, OK, ben une nouvelle solution, ça va vous aider pour ci, pour ça. Mais en plus, il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui se passent, puis que les gens vont découvrir, tant mieux. Ils vont être contents que OK, il y a ça de plus, il y a ça de plus, il y a ça de plus, plutôt que de vendre que du rêve, puis que le monde finalement ça vous le l'avez pas. Ah ouais, finalement ça marche un peu moins vite. Ah ça c'est on va l'ajuster dans la prochaine année. Donc, ajuster vraiment ça autant pour un produit interne que pour produit externe. Exact. Puis tu sais, faut pas oublier que chaque organisation est différente, chaque organisation a sa réalité, un budget qui est différent, des attentes qui sont différentes, puis faut pas venir essayer de comparer tout le monde de la même façon. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même niveau de tolérance. Il y a des gens avec une plus petite entreprise qui vont dire, ben, exemple, moi, j'ai moins besoin de faire de tests en cours de route, puis c'est correct si à la fin il y a plus d'ajustements à faire. Puis tu sais, on est juste 2-3 qui vont utiliser l'application, puis on peut se permettre de ralentir au niveau de la productivité ou de passer plus de temps à faire des ajustements par la suite. Il y a des organisations où ils n'ont pas ce niveau de tolérance-là. Eux, ils ont besoin que ça fonctionne jour 1 s'ils font un déploiement at large. Mais tout ça doit être discuté en début de projet, encore une fois, puis ça doit être planifié parce que ça veut pas dire qu'on va mettre le même niveau de test, puis ces tests-là, nécessairement, vous savez comme moi, ben il y a un coût qui est associé à ce niveau de test-là, puis je reviens à un des podcasts que tu as fait, là, Jonathan, puis tu pourras en parler par la suite, là. Mais c'est ça, puis est-ce que ça voudrait venir dire à ce moment-là que quand on va faire un déploiement, ben on va faire un soft launch de l'application ou d'un module avec un certain nombre de personnes pour venir stabiliser et faire ces modifications-là avant de venir la déployer at large pour éviter justement cette période-là là, où ça va venir perturber la production pour certaines entreprises. Puis ça, c'est toutes des choses qui se font, mais ça doit être planifié à travers le temps. On ne doit pas le découvrir à la fin. Fait que ça, c'est une des choses. Puis Jonathan, tu sais, tu parles souvent ici à l'intérieur de l'organisation, mais de la raison incontournable. Fait que quand on parle, encore une fois, d'être transparent avec le fait de pourquoi est-ce qu'on doit se préparer au déploiement de l'application, qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Mais il y a toujours une raison incontournable pour laquelle on a décidé d'aller de l'avant avec un projet comme celui-là, puis de se souvenir de cette raison-là qui fait que les gens doivent comprendre que oui, c'est un mal nécessaire. Des fois, ce sera pas rose, mais rappelons-nous pourquoi on est en train de le faire. Excellent point, Joanie. Joanie, Mathieu, avant qu'on termine, est-ce qu'il y avait autre chose que vous voulez rajouter sur le sujet aujourd'hui avant qu'on résume l'ensemble de ce qui vient d'être discuté? Moi, je dois le répéter encore ad vitam aeternam. Faut que je le répète, impliquez vos consommateurs, impliquez vos utilisateurs du début jusqu'à la fin. Ils ne sont pas là juste à la fin de leur déploiement. Ils font partie de la réussite de votre déploiement. Donc, impliquez-les, s'il vous plaît, dès le départ. Donc, je résume l'épisode du podcast aujourd'hui. Premier des éléments, trouvez vos alliés. Donc, qui seront vos influenceurs pour ce projet-là? Impliquez-les à partir du début, mais surtout, trouvez vos détracteurs et impliquez-les à partir du début pour en faire des ambassadeurs. Deuxièmement, assurez-vous d'intégrer l'exercice du RACI, donc les rôles et responsabilités de qui sera impacté et touché par le système et de s'assurer de préparer, de former ces gens-là au bout de la ligne. Troisièmement, ne négligez pas tout ce qui est l'aspect de migration des données. Il y a énormément de travail qui doit être fait là, il y a énormément d'attention qui doit être apportée. Ensuite, assurez-vous de porter une attention particulière sur l'assurance qualité et impliquez-vous énormément dans les étapes d'assurance qualité. Avant-dernier point, ne négligez pas le budget qui doit être mis au niveau du UX, UI pour s'assurer de la fluidité de l'utilisation de l'application, donc pour qu'il y ait le moins possible d'explications ou d'endroits bizarres où ce que les usagers se perdent dans le système. Donc, ça va faire une grosse différence dans l'implantation du système. Et je termine avec baissez vos attentes et soyez honnête avec les gens dans votre organisation. On le sait que vous êtes probablement là super content d'amener le nouveau système pour tout le monde, mais mettez pas les attentes trop hautes. Ça risque de causer des problèmes, du moins au départ, le temps que le système soit stabilisé et surtout arriver à pleine vélocité. Joanie, Mathieu, voudriez-vous rajouter quelque chose sur ce résumé? C'était parfait, Jonathan. Fantastique. Donc, merci Joanie, merci Mathieu d'avoir été avec moi sur le podcast aujourd'hui. Merci d'apporter vos sages conseils à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être là. On vous invite fortement à mettre en application ce que vous écoutez. Si vous avez un projet en cours avec nous, s'il vous plaît, transférez ce podcast-là à d'autres gens autour dans votre entourage, dans votre organisation pour s'assurer de maximiser les chances
de succès de la mise en production de la solution qu'on développe pour vous. N'hésitez pas non plus à le partager à d'autres gens à qui ça pourrait être intéressant. Donc, Joanie, Mathieu, je vous souhaite une excellente fin de journée et bonne fin de journée à tous qui nous écoutent. À bientôt. Tel que promis en début d'épisode, je vous partage l'outil en ligne gratuit pour maximiser vos chances de succès dans la mise en production de votre application, que vous l'ayez fait chez nous, chez OpenMind, chez Dev2CEO ou chez un partenaire ou même à l'interne dans votre organisation avec vos équipes de développeurs. C'est gratuit. Rendez-vous au www.dev2ceo.com/mise en production. Donc www.dev, le chiffre 2, CEO.com, MISENPRODUCTION. Merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous s'il vous plaît en le partageant sur les médias sociaux et aidez-nous en vous abonnant à recevoir les nouveaux alertes des épisodes sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets, idées d'invités. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind. À la semaine prochaine.